Bonjour, je m'appelle Laurent, j'ai 11 ans. Moi, je suis pas content, là. Tu sais pourquoi? Cet épisode-ci, vous avez un invité spécial. C'est la scène la plus drôle de l'histoire du cinéma. Ah ouais, De l'histoire du cinéma. À partir du moment... Ce film-là, c'est à la fois une critique des Français, puis en Mhm. même temps une formidable lettre d'amour Ouais, ça, aux tout à fait. Français. Mhm. Kraft là-dedans, évidemment, c'est des dialogues écrits comme de la musique. Tu sais, moi, je pense que c'est un peu ça d'abord et avant tout. Il est fier! Et même pas cher en Il a plus. marché à fond, Il a le gars! marché. Quand on est con, on est con. Oh! Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Ok, donc visiblement on fait un truc un peu différent. D'ailleurs, je sais pas si tu sais, Max, mais l'autre jour, Alex m'a appelé, puis il m'a dit, Garci, je trouvais un champion du monde, je vais l'amener au prochain La Guerre des podcasts. Donc moi, honnêtement, j'ai pas très bien compris. Je me suis dit, ok, champion du monde de quoi? De collectionneur de DVD, de la pire imitation de Doc Brown. J'étais un peu perdu. Donc, je vous présente aujourd'hui notre invité, Quentin Fachon, concepteur en publicité depuis plus de 10 ans, Yes. sous la tutelle à un moment donné d'Alex Bernier, qui a dû lui apprendre des choses, j'imagine. T'es un peu moins con, hein? Ouais. Et t'as été auteur des 3 derniers contes de Noël d'IGA, et même t'as réalisé le dernier, que pour nos auditeurs dans le wide world à travers le monde, c'est une publicité que sort une grande chaîne de supermarchés pour laquelle tu travailles. Pour laquelle je travaille en ce moment même, oui. Absolument. Mais c'est devenu depuis 7-8 ans un rendez-vous très important pour Noël au Québec avec des Ouais, puis films. même au-delà du Québec, Ouais. c'est partagé très souvent à travers le monde. Puis Yes. on a eu la chance d'avoir des millions de views. Là. Mhm. Ouais, donc c'est en forme de dessin animé qui raconte des histoires. Donc voilà, mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est que tu es un vrai cinéphile depuis l'âge de 7 ans où tu as Mhm. découvert Retour vers le futur, Yes. qu'on a traité ici Uh-huh. d'ailleurs. Tu es depuis un certain temps devenu un fan du podcast que tu écoutes Tout à fait. religieusement. Donc, On t'a honnêtement, invité pour Alex, se flatter. voilà, Yes. je ne vois toujours pas trop Pourquoi en on l'a quoi invité? il est champion du monde de quoi, mais bon, Classe mondiale. est-ce que Peut-être tu qu'on va- peux développer on va ça? écouter l'épisode au complet, puis peut-être que l'auditoire pourra C'est un juger. con ici, c'est pas celui qu'on pense. Ok. Donc, moi, je suis entouré, sinon, de mes compères habituels, Maxime et Alex, et on s'attaque. Pour la première fois, on sort un peu de nos gros séries américaines et blockbusters. Du capitalisme. Ouais, ça. Et on va parler comédie française. Oh. Yes. Et pour parler comédie française, on va parler, je pense, d'un des meilleures comédies françaises, Le Dîner des cons, Yes, sir. de Monsieur Weber. Donc, commençons avec notre question habituelle. Et honneur à l'invité, Quentin, c'est quoi Le Dîner de cons pour toi? Pour moi, Le Dîner de con, c'est, je pense, pour moi, c'est peut-être le meilleur film français de tous les temps de la France. Tout genre confondu. Depuis que la Gaule existe, Oh, depuis wow. que la Gaule est la Gaule, je pense que c'est, pour moi, le meilleur film. Et il y a plusieurs raisons à ça. Je pense que c'est un film qui encapsule... Non seulement il est super bien écrit, puis on va en parler de tout ça, le craft de ce film-là, mais je pense que c'est un film qui encapsule le mieux la culture française. On dirait qu'il y a comme plein d'affaires de la France là-dedans. Puis moi qui suis un expatrié, on dirait que ça vient... Quand je le réécoute, je l'ai t'es réécouté, français? Oui, je suis français. Ok, parfait. Je l'ai écouté, je pense que c'est le film que j'ai le plus écouté dans ma vie, je pense. Il y a tout là-dedans de la France, il y a de la bouffe, on parle d'un dîner, il y a l'appart parisien évidemment où ça se passe, il y a tout le côté classiste, il y a de la moquerie, il y a la culture des copains, il y a l'amour de la langue dans le Juste le Blanc. Je Samedi, voudrais tout ça. pas Oui. t'interrompre, Oui, vas-y. mais je Mais pense je à sais nos pas pareil. auditeurs français qui, en entendant ton Ah. accent, vont dire « Mais non, il est est pas pas français. il est pas français. Ah, ah, Il déguise son absence. ouais, et, Parce que quand tu parles avec ta famille, avec ta mère, absolument. t'es capable d'y retourner. Là. Bonjour maman. Yes. Ah, oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Moi, je suis un hybride, là. Ça fait 20 ans, plus Ah que oui. 20 ans que je suis ici. Fait que tu sais, j'ai dû m'adapter. Question de survie. Mais bref, Le Dîner de cons, donc pour moi, c'est un des meilleurs films français. Je pense qu'il encapsule beaucoup de ce qui fait de la France, la France. Puis c'est aussi pour moi, qui suis un fan de huis clos. Un genre de huis clos presque parfait. Donc c'est... voilà. Pour moi, c'est un peu tout ça, ce film-là.
Parfait. Et pour toi, Max? Tu sais, j'ai découvert le dîner de con, je pense, quand la comédie française était peut-être à son pic. Mhm. Il y a un stretch là, entre 92 puis genre 98 là, où je trouve que si je voulais vraiment rire au cinéma, là, c'était une bonne vieille comédie française. Dans l'époque, c'était une comédie française. Aujourd'hui, avec le recul, c'était une bonne vieille comédie française. Comme beaucoup de monde au Québec, on a été élevés aux comédies françaises. Et aussi, comme beaucoup de monde au Québec qui ont mon âge et plus, on a été élevés aux traductions françaises faites en France. Ah, ok. Parce ouais, que- ouais, ok. Et ça, c'est vraiment Eddie quelque chose... Murphy. Oui, mais c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, a été hyper important parce que au début, tous les films étaient des comédies françaises. Toutes les comédies étaient des comédies comprends. françaises Mhm. parce qu'elles étaient traduites. Doublé avec les gros oui, accents. Et c'est ce qui a habitué mon oreille à la mélodie des dialogues français, aux références. Et je trouve ça cool parce que quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment aux comédies françaises actuelles, j'entendais déjà les notes de musique. Je connaissais déjà Tu l'avais déjà entendu. les partitions. Tu sais. Mhm. Fait que pour moi, c'est. On va venir dans. C'est ça que. C'était à l'époque où j'en manquais pas une. Aujourd'hui, je me souviens même pas la dernière comédie française que j'ai vue. En toute transparence, à l'époque, je n'en manquais pas une. C'était un genre que je recherchais. Mhm. Et toi, Alex? Moi, j'ai mon ami LP, Constant, mon très bon ami, qui m'a Ça, c'est dit... une seule personne ou c'est deux? Non? C'est une personne. OK. Moi, je Il dis a- mon ami il a LP, pas de Constant prénom. Rémy. Il m'a appelé un matin, puis il m'a dit hier, j'ai vu le film le plus drôle de ma vie, puis je t'amène le revoir aujourd'hui. Vraiment, 2 jours de suite, t'es allé le revoir. J'étais allé au cinéma, puis j'ai jamais ri autant de toute ma vie dans 1h10 de toute ma vie. Même les fois de mes plus grands fous rires, j'ai pleuré au cinéma. Et ça fait en sorte que cette expérience-là en soi Ouais. dicte le fait que j'ai pas le choix d'être d'accord avec toi. C'est mon film français préféré, mais c'est vraiment un de mes films préférés de tous les temps. C'est une expérience, ce film-là. C'est un film, pour moi, qui est parfait. Puis à chaque fois que je l'ai revu, ça n'a jamais diminué. J'ai jamais trouvé, ah, mais là, à un moment donné, je commence à les connaître, les jokes. Non, c'est la mise en scène. On va en parler du craft tantôt, mais cette expérience-là, puis je suis allé le revoir. Après ça, je suis allé à Paris quelques semaines ou quelques mois plus tard. Ça faisait peut-être 1 an que le film était au cinéma, puis il était encore au cinéma. Puis la salle était presque pleine, puis tout le monde était là, puis tout le monde riait. Puis j'étais comme, mais c'est quoi ce phénomène-là? C'est vraiment, ça transcende juste comme des bons acteurs puis un bon scénario. Il y a quelque chose de plus là-dedans. Là. Pour moi, ce film réussit un truc vraiment assez remarquable pour une comédie, c'est qu'elle vieillit pas. C'est-à-dire que souvent, une comédie, où tout à coup, ça devient un peu Grinch, puis les gags, c'est wow, ok, c'était il y a 20 ans, où les références sont plus les mêmes, mais là, ça marche, c'est toujours d'actualité. Après, il y a cette zone très de Weber aussi, je trouve, puis peut-être très dans l'humour français, qu'on ne sait pas vraiment si on rit avec ou de Pignon. Et il y a comme un malaise coupable ou un plaisir coupable là de dire il est vraiment con, mais en même temps, on a de la sympathie pour lui. Et puis, une troisième chose, c'est que les acteurs français de comédie ont une capacité à livrer un texte comique d'une manière humaine, touchante, réaliste, sans être dans le bing C'est pas barbaboum. slapstick. C'est pas slapstick, Ouais. c'est émouvant. Oui. Pignon, à la fin, on a envie de le prendre, de le protéger, parce que même si c'est une catastrophe humaine, il est touchant comme personnage. Et, Mais pour- est-il vraiment une catastrophe humaine, ce gars-là? Oh. Parce que c'est Ouais, ça un peu. ouais. Nous, on désigne, le titre du film dit c'est un con. Ces personnages méchants dans le film Ben, pour- disent que c'est un con. Mais C'est le si je moins te con de mets la gang. François Pignon dans ta vie, travaille avec toi, t'es un peu content. T'es un peu content qu'il travaille. Tu l'aimes, tu le trouves sympathique, ce gars-là. Peut-être tu veux dire, ouais, il est un peu. Un peu comme Non, Cheval, tu sais, il y a Exact. peut-être une compétition. Ouais, mais le lui fun. est un peu plus désagréable. Ouais, mais en ouais, même oui. temps, C'est le côté j'aimerais ça dark l'avoir un peu. dans ma vie, Cheval, Ouais. juste pour ce qu'il est. Tu sais. Mais c'est une catastrophe dans le sens que il est naïf
Donc, il commet des catastrophes Des boulettes, malgré ah ouais, des c'est boulettes ça. sur C'est boulettes. Brochon, pour moi, le con dans l'histoire, ouais. c'est lui. Je le considère pas con, mais il est maladroit et c'est Exact. boulette sur boulette. Maladroit, ouais. Puis pour moi, là-dedans, puis on en parlera, mais il y a une des 3 meilleures minutes de comédie qui est l'appel téléphonique, là, mais ça, Est-ce qu'on en parle tout de suite? Attends, Parce que l'appel à Juste Leblanc, Ah oui. cette scène-là, Oui. qui dure 4 minutes 10, 4 minutes 10, OK. c'est la scène la plus drôle de l'histoire du cinéma. Ah ouais, non. De l'histoire du Ouais, cinéma. ouais. À partir du moment où il dit Monsieur Pignon, si je vous dis exactement quoi dire, ça commence comme ça, puis ça finit avec on a les droits. Là. Ça, là, on en parle, puis j'ai le goût de la regarder. J'ai le goût qu'on arrête le podcast, puis on va la regarder. Là. On a les droits, puis il est fier. Et puis, pas cher en Il a plus. marché à fond, Il a le gars. marché. Il pense qu'il a Il a oublié ma femme. Il a oublié ma femme. Mais il a oublié ma Il femme. fait le clown pendant 5 minutes. Mais ma femme. Ma femme. Il a oublié ma femme. Mais c'est drôle, parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas revu, probablement depuis 2003-2004. Vraiment longtemps. Ah ouais. Oh, oui. Wow. Puis je l'ai réécouté dernièrement avec ma belle-mère et ma blonde qui ne l'avaient jamais vu. OK. Puis j'étais curieux de voir comment ils allaient réagir. Et ils se sont pissés dessus. Ben oui. Évidemment. C'est tellement drôle. Puis c'est drôle parce que... Puis moi, c'est ce que j'aime le plus de ce film-là, c'est que c'est pas un film, contrairement aux comédies actuelles, d'improvisation. Ce sont des textes. C'est une pièce de théâtre. Oui. C'est vrai. C'est... Les gags sont écrits. Ouais, oui. Et moi, je respecte encore plus que les gags improvisés sur le moment, puis même remontés plus, je dirais, ensuite. comme c'est une pièce de théâtre, c'est des gars qui sont écrits puis qui ont été rodés Ouais, après rodés, avec comme la un roadshow, réaction là, ouais. Ça. du public, etc. Donc, c'est de la chirurgie d'écriture. Mais il y a beaucoup qui n'est pas sur le texte aussi. Ah Quand oui. tu donnes ce texte-là à plein d'acteurs, Ouais. ça ne fonctionne Le pas. là. visage, puis on Ouais, va ouais. du casting tout Ouais, à l'heure. ouais. Ouais. Mais noblesse oblige, vu qu'on parle de comédie française, on s'est dit, dans notre top 3, choisissons nos films français préférés. Et on s'est donné une timeline là pour pas non plus commencer à... La règle du jeu. De la règle du jeu pour pas me mettre l'as pas vu, du celle-là. Lino Non. Ventura ou des, Ah. ou des vieux Alain Delon ou whatever. Donc, on s'est dit des 50 dernières années. Ça nous mène large quand Ouais, même. Ça nous laisse jusqu'en 75. Ouais. Donc, Quentin, Yes. à toi l'honneur. Moi, mon premier film, c'est pas du tout une comédie, mais c'est comment ma méthodologie, vous parlez souvent de ça dans le podcast, mais ma méthodologie pour c'est un vrai choisir expert, mes ça. 3 films, ça a été 3 films qui me donnent envie de faire du cinéma, ou qui me donnent envie de créer des personnages. Puis le premier d'entre eux, mon numéro 3 dans mon top 3, c'est Léon, le professionnel de Luc Besson. Moi, Un c'est film américain. Ouais. Non, 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 génial. selon mes... Non, c'est la Gaumont, c'est la Gaumont. C'est peut-être une coproduction, le film, évidemment, en anglais, mais bon, c'est un film français, j'ai vérifié. Moi, j'avais beaucoup aimé Le 5e élément, c'est un de mes top films préférés. J'aime beaucoup Luc Besson pour ce film-là. Puis quand j'ai découvert Léon, ça a été un peu mon premier contact avec le personnage d'archétype du tueur à gages, Ouais. mais qui est plein de nuances. Tu sais, c'est un enfant un peu, Léon. Puis, fait que c'est un film qui m'a beaucoup marqué pour ce personnage-là, personnage fort, personnage un peu dark, qui tue des gens, mais tu l'aimes vraiment. Puis là, il se prend d'amour pour cette jeune fille, Mathilda, qui a un peu tout perdu aussi, puis qui lui reste un peu que ce tueur-là comme personnage proximité. Donc voilà, c'est un film qui m'a vraiment marqué. Évidemment, il y a Gary Oldman là-dedans qui est incroyable, qui est le méchant. Et Jean Reno, donc le rôle a apparemment été écrit pour lui. Donc voilà, super touchant, même si c'est le gros tueur, il sait pas lire beaucoup. Il y a plein de Sa petite contrastes. Il y a sa plante, il boit du lait. Quand il tombe avec la fille, il devient très attendrissant quand il tombe avec la petite. Donc voilà, c'est mon top T'as 3. choisi quoi comme extrait? J'ai choisi l'extrait où est-ce que Mathilda, donc la fille avec qui il se retrouve, finalement, les deux sont un peu en fuite, lui demande si elle peut devenir comme lui, ça veut dire une tueuse. Nathalie Portman. Nathalie Portman, qui est d'ailleurs son premier rôle, toute jeune dans le film, elle lui demande si ça se pourrais-tu m'apprendre à tuer ou tu pourrais-tu, c'est ça, tuer les gens qui ont tué mon petit. How much would it cost to hire someone to get those dirtbags? Killed my brother. $5,000 a head. Wow. How about this? I work for you, and in exchange, you teach me how to clean. What do you think? I'll clean your place. I'll do the shopping. I'll even wash your clothes. Is it a deal? No, it's not a deal.
Et toi, Alex? Moi, c'est une comédie française plus classique. C'est le même réalisateur que Le Dîner de con. C'est de Francis Weber, 1981, La Chèvre, avec Pierre Richard. En fait, j'ai réalisé que Francis Weber, il a réalisé tellement de comédies françaises connues. 9 ont été reprises par les Américains. C'est ça. Ouais. Puis Dont Le Dîner de con. il a fait Le Grand Blond avec une chaussure noire, Le Jouet, La Cage aux folles, La Chèvre, Les Compères, Les Fugitifs et Le Dîner de con. C'est quand même toute une feuille de route. Et ces personnages, souvent, ils se ressemblent un peu. Il y a des personnages maladroits, il y a des idiots là-dedans, mais c'est toujours campé par des gens un petit peu qui sont vraiment des grands acteurs comme Pierre Richard. Dans ce film-là, la prémisse est vraiment simple. C'est la fille du président d'une compagnie qui s'est fait kidnapper pour une rançon. Puis, elle est connue pour être très maladroite. Fait qu'il engage un détective qui a bien de la difficulté à la retrouver. Mais là, à un moment donné, il se demande pourquoi on ne prendrait pas le gars le plus maladroit au monde, Pierre Richard, pour essayer de la retrouver parce qu'il va tomber dans tous les mêmes pièges qu'elle et éventuellement, on va la retrouver de cette façon-là. Puis c'est Pierre Richard dans toute sa naïveté, son innocence. La première fois qu'on le voit, ils lui font faire un test. Il dit, je vais vous montrer. Il y a comme une grande salle avec comme 30 chaises. Il dit, il y en a une qu'on va casser. On va casser le barreau. Vous allez voir, il va choisir celle-là. Puis là, il arrive dans la salle. Puis il arrive pour s'asseoir. Je ne sais pas où il trouve s'asseoir. Puis là, il arrive pour s'asseoir. Celle-ci, non, je ne vais pas m'asseoir. Puis finalement, il va choisir, évidemment, celle qui est cassée. C'est tellement con, mais c'est vraiment... Puis j'ai l'impression qu'une fois que tu as une prémisse comme ça dans un film, le film s'écrit tout seul un peu après. Tu te dis, OK, il faut juste que je trouve des péripéties pour Pierre Richard, tu sais. C'est fascinant, la malchance, Monsieur le Président. Fascinant. Monsieur Perret est là, Monsieur le Président. Faites l'entrée. Vous allez lui demander de s'asseoir. Comment? Dites-lui de s'asseoir. C'est tout. Monsieur le Président. Asseyez-vous, je vous en prie. Asseyez-vous. Il faut que je m'assoie. Oui. Où? Où vous voulez. Excusez-moi. Et Max, toi, c'est quoi? T'as déjà vu la version américaine, Pure Luck? Ouais, avec Martin Short. Oui. Quand même bon. Qui est quand même bon. Quand même bon. Je l'ai vu avant, en fait. Ouais. J'ai découvert celui-là après avoir vu Pure Luck. Puis il y a une scène de Martin Short où, honnêtement, c'est une des choses les plus Quand mieux il s'est fait jouées. piquer par une abeille? Non, le sel. Ah oui. Puis Ah ouais. la façon dont il prend une salière, puis ça tombe tout en sel, puis sa réaction est... Ça fait partie de son quotidien, là. Évidemment, comme si, genre, il y avait une mouche, là. Puis il fait juste tasser le sel, puis il mange son... Mais ça, Il dans accepte. la- Il accepte, là, son sang. Dans la version originale, il y a ça aussi. Je Il y a, sais, il y a mais- aussi une scène dans la version originale où tu sais, il y a une abeille dans l'avion, puis il se fait piquer. Puis là, tu sais, tu te dis, ben, c'est sûr que s'il y a une abeille dans l'avion, c'est lui qui se fait piquer. Puis là, à un moment donné, quelqu'un t'entends juste sa voix, il dit, ah, le Mexique, terre de contraste. Puis tu reviens, puis il est tout gonflé. Moi, c'est un film extrêmement personnel à moi. C'est, selon moi, un des meilleurs mix de genres de l'histoire du cinéma, qui est Le Pacte des loups. Je suis un fan inconditionnel de ce film-là. Plus que ça, je pense que c'est en soi, dans son genre, un chef-d'œuvre. Il n'a pas été... Wow. Oui. Je sais qu'il a été... il y a eu une réception à l'époque en France. C'était un phénomène pendant un certain temps, vraiment hyper C'était populaire. le plus gros Ouais. budget ever. Ouais, plus gros budget, des grosses recettes et tout. Les critiques étaient tièdes. Moi, je trouvais que c'était du génie. Autant où... Pour moi, c'était Kill Bill avant Kill Bill. Un mix de genres extrêmement habile où ce que tu mélanges film de cap et d'épée, film j'ai envie de te dire, de tueurs en série, si tu veux, de fantastique, d'arts martiaux,
d'horreur, de western spaghetti. Puis c'est là où ça commence, tu sais, quand le mélange, le blender se fait aller, là, je trouve ça génial. J'ai oublié qu'il y avait des arts martiaux qui avaient... oui. Oui. Avec Marc Dacascos, qui est devenu, qui est aujourd'hui un acteur de films d'arts martiaux très réputé dans le monde, qui était dans le 3e John Wick. Bref, je suis un fan absolument fini, puis j'ai pris une petite scène qui est un peu un cliché, on teste les armes. Dites-moi, chevalier, pensez-vous vraiment que nous allons trouver cette bête? J'aurais imaginé que nous serions plus nombreux. Manny sait ce qu'il fait. Moi, c'est un homme que je chasse. Un homme? La bête n'est qu'un instrument. Une arme aux mains d'un esprit malade. Bonne scène. Il tire sur des citrouilles qui explosent, puis ça jute, là, le sound effect est bon. C'est vraiment bon. Ben, moi, j'ai choisi certainement dans le top 3 des meilleures comédies françaises de tous les temps. La Cité de la peur Les Nuls, qui, pour ceux qui ont grandi en Europe et qui avaient accès à la culture française, Les Nuls est quand même une institution. C'était tous les week-ends, je regardais l'émission des Nuls en direct. Voilà, c'est un humour très particulier, très réussi. Tu me disais tout à l'heure que Naked Gun. Ouais, ça fait sucre et c'est ça. C'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement bien joué. Il y a des grands acteurs dans ce film. Il doit y avoir un gag à la minute à peu près, mais des très bons gags. Et j'ai choisi une scène qui est, je pense, très représentative de la manière dont c'est écrit. C'est drôle, c'est absurde et ça marche, quoi. Stop! N'avancez plus, Bialès. Je veux un hélicoptère. Je veux que vous donniez l'ordre à vos hommes de me laisser quitter le palais sans problème. Sinon, je la flingue. Et ce coup-ci, plus de tapette pour vous sauver. Je dis que monsieur est commissaire de police. Tu bluffes, Martoni. Il bluffe. Pas sûr. Si, il bluffe là, ça se voit tout de suite. Non, il a pas l'air de bluffer là quand même. Si, il bluffe là. Moi, je suis de l'avis de Bialès, il bluffe. Hein. On vote. Moi, je vote et je dis il bluffe. Ça suffit! Vous essayez de gagner du temps. Non. Bon, vous l'aurez voulu, hein. Je la bute! Tu bluffes, Martoni. Ton arme n'est pas chargée. Et puis, c'est très bien réalisé parce que toute la séquence, il bluffe. La caméra, elle glisse en gros plan de l'un à l'autre. Voilà. Donc, c'est vraiment, si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande. Vous allez avoir plein de nouvelles répliques dans votre vie à pouvoir utiliser. Mais sautons tout de suite dans le vif du sujet et parlons du craft du dîner de con. Qui veut se lancer, Alex? Un petit data dump pour commencer, j'aime bien ça. Le concept du dîner de con, contrairement à ce qu'il y a plein de gens qui disent, ça n'a pas été inventé pour ce film-là, ça a été inventé dans les années 20 par le mouvement surréaliste dont André Breton faisait partie. Il y avait un restaurant à Paris, puis un restaurant-bar où c'est là que ça se passait. Puis ça a duré pendant... il a amené des gens des qui cons, puis c'était comme un code secret, les gens ne savaient pas, mais tous les artistes surréalistes savaient. Ça faisait partie de leur art. C'est tellement français. Se moquer, tu sais. Ouais. Et puis, il paraît que Patrice Weber, c'est Patrice Weber. C'est ça. Francis Weber, voilà. C'est écrit sur c'est écrit. Il y a eu un moment où il a entendu parler d'une histoire où il y a un gars qui était justement, il a été mal pris, puis il a dû annuler, puis il était déjà pris avec son con, entre guillemets. Fait que ça l'a inspiré, comme c'est un peu... c'est une prémisse qui est très riche. Il est pogné avec, puis il doit régler un problème. Mais là, il avait invité pour rire de lui, puis là, il est pogné avec. Fait que juste ça en soi, c'est ça qui a inspiré le dîner de con. Wow. Fait que c'est vraiment le fun. Puis lui, il était habitué de travailler justement dans la comédie française, comme j'ai parlé tout à l'heure. Fait qu'il avait réalisé plusieurs films. Là, à un moment donné, il est allé aux États-Unis. Il a essayé de faire une carrière là-bas. Ça a plus ou moins marché. Il est revenu, puis là, il a écrit la pièce de théâtre, Le Dîner de con. Et puis ça a été donné. Dans le rôle de titre, il y avait Jacques Villeray qui jouait le comte, mais c'était pas Thierry Lhermitte, c'était un autre acteur, je me souviens pas de son nom. Et là, à un moment donné, Steven Spielberg, il est allé voir la pièce de théâtre
Puis il a suggéré d'adapter ça au cinéma. Puis là, il l'a fait. Puis il paraît que le tournage a été vraiment, vraiment difficile parce que Jacques Villeray avait de la difficulté parce qu'il n'y avait pas les rires de la foule. Thierry Lhermitte, le côté chirurgical de la pièce de théâtre, le côté métronome, lui, il a pas aimé ça. Fait qu'il paraît que c'était vraiment, vraiment tough, ce tournage-là. Puis là, après ça, il paraît que l'équipe de tournage a eu des fous rires de fous pendant plein de séquences, mais Jacques Villeray, il trouvait pas ça drôle parce que lui, ça ruinait des prises, dont la scène de Juste Leblanc. Ils ont fait comme 30 fois au complet, puis c'est fatigant de refaire ça, puis toujours donner ce... Mais fait que ça, c'est un peu une petite histoire, mais c'est devenu le plus grand succès de la comédie française de tous les temps. Et il repasse à chaque année en télé, puis c'est vraiment rendu un grand classique. Ça, c'est pour la petite histoire. Après, il y a beaucoup d'autres choses à dire sur le craft, mais... Ben, vas-y, Quentin. Yes, ben moi je trouve que il y a beaucoup de trucs de la comédie française là-dedans. Fait que c'est vraiment les dialogues. À quel point j'ai l'impression, je sais pas si ça vient qu'il y a moins de budget peut-être dans le cinéma français, mais j'ai l'impression que c'est toujours des situations où est-ce que ça se passe entre des personnages, il y a beaucoup de dialogues, l'amour des mots. On dirait qu'on se permet de s'amuser avec la langue, un petit peu comme on le fait peut-être pas ailleurs. On sent qu'il y a de l'amour de la langue française à travers ça. Tu sais, dans justement la scène de Juste Leblanc, quand il dit votre prénom à vous c'est François, c'est juste. Là, tu comprends que. C'est writing, c'est writing. Ça, exact. Mais c'est comme mais tu sais, on se gêne pas pour y aller à fond. Fait que moi, je trouve que dans le craft là-dedans, évidemment, c'est des dialogues écrits comme de la musique. Moi, je pense que c'est un peu ça d'abord et avant tout. Puis après ça, il y a le côté très franchouillard, des bouilles, très bande dessinée. Le con, clairement, on n'aurait pas pu flipper les rôles. Des fois, on est sur des shoots, puis on dit, mettons qu'on flippe les rôles. Mais là, tu peux pas faire ça. Là, c'est vraiment typecasté parfaitement. Fait que voilà, évidemment le décor aussi qui renforce le côté classiste là, du petit tour renfrogné qui arrive dans un appart parisien où la tour Eiffel est juste derrière la fenêtre. Derrière chaque fenêtre. Et pour un éditeur, s'il y a quelque chose qui date le film, là, c'est que tu es un éditeur millionnaire en France. Aujourd'hui, là, il n'y a pas cet appartement-là. Fait que c'est ça. Moi, je trouve que. Puis on dirait qu'encore une fois, comme je disais tout à l'heure, le ficelage de ce film-là, tu dis que c'est un film parfait. Je trouve que aussi c'est un film parfait. On dirait qu'il n'y a aucun fil qui traîne à la fin de ce film-là. Il n'y a aucune mauvaise scène. Même de pourquoi aussi. Tout est un peu expliqué. Tout est bien imbriqué. Pourquoi il fait des maquettes c'est parce que tu comprends que c'est sa femme qui l'a quitté. Mais ça, tu le sais juste à la fin. C'est pas juste gratuit. C'est ça. Fait que il n'est pas juste un abruti obsédé par de quoi comme le gars au boomerang au début. Là, je dis pourquoi lui, tu sais. mais fait que tu Ils sont dis. très intéressés par mes idées. Il y a des gros bonnets. mais bref, je trouve que justement, comme tu disais, c'est un film parfait. Je pense que je suis d'accord. C'est vraiment. C'est très court aussi, ça très aide. Court. Des fois, ça aide minutes. Mais c'est ça qui est intéressant aussi. C'est comme tu dis, c'est écrit au millimètre, au point que, contrairement à beaucoup de comédies, il n'y a pas d'improvisation. C'est-à-dire qu'on ne déroge pas au texte. On suit le texte. Et après, il y a quelque chose au niveau vraiment, je pense, de la réalisation qui est assez remarquable. C'est que c'est à peu près le même lieu sur les 80 minutes. Je pense on sort un peu, mais that's it, mais de manière anecdotique. Juste pour le cinéma. Tu le sens qu'au cinéma, ils ont fait l'accident, mais dans la pièce de théâtre, il reçoit un coup de fil, puis c'est tout. Tu n'as pas besoin de voir c'est ça, exactement. Mais à aucun moment, c'est ennuyant. On se dit, oh là, en sortant de cet appartement, tout s'y passe, et s'y passe très bien. Et on en a déjà parlé, mais même des dialogues 4 minutes au téléphone, qui normalement au cinéma serait comme un truc insupportable, ça passe tout seul, tu rigoles. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là, c'est quelque chose. Puis je pense il y a quelque chose de très français qui amène à ça, c'est que pour moi, c'est l'héritage de tout le théâtre vaudeville, qui était vraiment ce type de théâtre où tu avais, comme tu as dit, de l'amour des mots, des jeux de mots, des malentendus, des quiproquos, de l'amant caché derrière la porte. Mais c'est une suite logique qui est très culturelle. Puis je pense dans l'être français, il y a ce plaisir de la joute verbale. C'est-à-dire du débat, de
de pouvoir humilier l'autre par la parole. C'est-à-dire que c'est moins violent, par exemple, qu'en cinéma américain, on y va à l'arme à feu et au point au sang. Là, c'est une violence verbale, mais pas avec des gros mots, avec une subtilité, Une finesse, voilà, qui va droit au but. Et c'est ça qui fait, je pense, cette richesse de la comédie où on rigole et qu'on peut y revenir plusieurs fois parce qu'il y a des subtilités qu'on perd. Puis le ton, c'est ça. C'est comme écouter une bonne tune des Beatles qui vieillit pas. On dirait que c'est comme une musique dont tu te tannes jamais. Tu sais. Puis ce film-là, c'est à la fois une critique des Français, puis en même temps une formidable lettre d'amour aux Français. Puis tu sais, des pièces de théâtre portées au cinéma, il y en a quand même eu beaucoup dans l'histoire. Souvent, ça transparaît. Ici, pas de temps. C'est un huis clos. On est capable de comprendre même à quoi devait ressembler la pièce sur scène, juste en voyant la mise en scène. Mais c'est tout sauf une pièce de théâtre filmée. Puis pourtant, Francis Weber, c'est d'abord un brillant dialoguiste. Super bon auteur comique. Quand même avec un certain talent de mise en scène, mais ici, vraiment en retenue. Là. Tu sais, le focus est sur les dialogues et les interprètes. Puis pour moi, puis je ne vais rien dire de super transgressif, là, mais l'âme secrète de ce film-là, c'est Jacques Villeray. Ouais. Lui, d'ailleurs, c'est lui qui était dans la pièce originale. Puis c'est pas des Français, Monsieur Pignon. Il y en a eu des Monsieur Pignon dans le cinéma de Francis Weber. C'est ça. Toujours de même nom, personnage-là. Mais ici, c'est lui l'arme de destruction massive. Tu peux recaster Thierry Lhermitte, puis ça marchera encore, mais Jacques Villeray, je veux dire, qu'est-ce que ça a dû être de voir ça au théâtre? Là? Mais je vais juste jumper là-dessus parce que moi, à un moment donné, en analysant ce film-là, je me suis dit, c'est ça la force singulière de ce film-là, c'est lui. Puis c'est pas juste lui, mais c'est sa sincérité. À un moment donné, tu sais, quand on a travaillé ensemble, on cherche des fois à faire de la pub comique. Puis là, à un moment donné, on dit pourquoi c'est pas drôle en ce moment, pas le temps casting, pourquoi c'est pas drôle. Puis souvent, c'est parce que les acteurs, ils viennent, puis ils jouent la comédie. Puis à un moment donné, moi, j'avais entendu Eugene Levy dire la phrase If you play a dumb character, play it smart. Le personnage ne sait pas qu'il est un idiot. Jacques Villeray, il le sait pas. Il joue pas un idiot. Il joue un gars qui fait son possible avec l'intelligence. La sincérité. Il n'est pas particulièrement brillant, mais tu as dit il est touchant tout à l'heure. Il est touchant parce que lui, là, dans cette fameuse scène-là là, de Juste Leblanc, puis je fais l'accent belge, puis tout, il essaie vraiment de vouloir, il veut aider. Puis quand il dit Monsieur Pignon, votre prénom, c'est François, c'est juste, et bien sûr, lui, c'est pareil, c'est juste. Là, tu vois dans son regard rien, tu sais. Il est comme, il essaye puis je vais vous faire entendre quelque chose tantôt. J'ai pas volé ça de lui, mais c'est Thierry Lhermitte, je vais vous faire entendre tout de suite, qui parle exactement de ça, de la brillance de Jacques Villeray quand il joue cette scène-là. Puis c'est tellement vrai. La vérité de Jacques qui joue un con, il joue pas un con, il joue un gars qui est passionné par ses allumettes, quoi. Il joue un gars qui est enthousiasmé de vouloir rendre service à ce pauvre Brochant qui peut essayer de récupérer sa femme. Il fait tout son possible avec tout son cœur, donc il joue pas du tout l'abruti. Il n'a pas de prénom, hein. C'est dingue d'arriver à dire avec le train qui s'arrête au milieu du regard, le mec qui comprend pas, qui cherche à comprendre. Ça s'arrête là, quoi. C'est vraiment balèze comme jeu, hein, de faire ça avec la grande sincérité et l'incompréhension, et sans jouer à l'idiot, juste là, quelqu'un qui comprend pas. C'est fort. Les plus grands, tu sais, mettons, on pense à Peter Sellers, il décroche pas. Lui, il pense, même Leslie Nielsen dans les Naked Gun, là, il est super sérieux. C'est un acteur dramatique. C'est ça. À la base. Mais ça c'est énorme quand tu réussis à dire je fais confiance au texte, que le texte est drôle. Moi, je joue cette personne-là qui existe dans un vrai monde. Mais si c'est drôle, les gens vont s'en rendre compte. Puis là, dans ce cas-ci, il joue tellement à la perfection que c'est juste ça qui est drôle. Puis toutes les meilleures comédies, c'est un peu ça l'arme secrète. Est-ce qu'on passerait à notre numéro 2 du top 3? Et je vais commencer moi. Je pris un film d'Audiard parce que je me suis dit il faut un Audiard à un moment donné dans un top 3 des meilleurs films français. Et un film qui m'a
personnellement vraiment touché parce que je le trouve euh, très bien écrit, très très bien joué, euh, qui traite je pense, Audiard montre l'univers carcéral d'une manière crue, directe et très violente. On voit l'ascension d'un jeune homme qui rentre en prison à 18-19 ans, qui est condamné pour 6 ans. Et le système va le transformer en un monstre absolu quand il est... normalement, la prison est censée Te corriger. te corriger et t'amener une nouvelle chance dans la vie. J'ai choisi un extrait qui est pour moi, je pense, l'entretien d'embauche le plus efficace de l'histoire des entretiens C'est d'embauche. terrorisant, cette scène-là. C'est quand le petit jeune rencontre le grand parrain corse qui lui ordonne en fait de commettre un meurtre, sinon il va se faire tuer lui-même. Il raconte le prophète. Ouais. Allez, viens là, toi. T'as quel âge? 19 ans, pourquoi? Tu me regardes pas quand tu parles, tu regardes le mec qui est à côté. Oh, c'est moi que tu regardes. On m'a dit que t'avais pris 6 ans. Putain, ça va être long, 6 ans. Hein. T'as déjà eu des problèmes dans la cour, tu crois que tu vas tenir longtemps sans protection? Je tiendrai le temps qu'il faudra. Vous voulez quoi, là? Oh. Te protéger. Tu parles arabe? Ouais, je parle arabe. Il y a un mec qui t'a parlé dans les douches hier. Tu le connais? Qu'est-ce qu'il voulait? Je sais pas, il voulait parler. Pourquoi? Me regarde pas, je te dis. Parce que je veux que tu continues. Je veux que tu t'approches de lui, que tu deviennes pote avec lui. Pourquoi? Parce que tu veux le tuer. Voilà. Palme d'or à Cannes. Ouais. Non, mais vraiment à regarder. Et toi, Quentin, qu'est-ce que tu nous as amené pour ton numéro 2? Moi, c'est encore une fois un film avec un personnage vraiment très fort. On est dans la comédie encore, très connu, je pense, aujourd'hui. C'est le retour de Jean Dujardin au cinéma. Je pense qu'il avait été connu pour Un gars, une fille, beaucoup. C'est de Michel Hazanavicius. C'est OSS 117, Le Caire ni d'espion, donc le premier OSS 117. Encore un petit film que un peu ça m'a surpris. Ben, je dis petit film, mais méga budget pour de la comédie française. Le duo Hazanavicius-Jean Dujardin, on les a connus beaucoup pour The Artist, là, qui a gagné 10 Oscars. Fait que ça, c'était un peu, je pense que c'était leur première collaboration, les deux ensemble. Très inspiré, le personnage de Hubert Bonisseur de la Batte, très inspiré de Sean Connery, James Bond, mon James Bond préféré. Mais évidemment, avec l'espèce de condescendance et de racisme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de blagues, justement, qui feraient grincer. On disait que ça vieillissait bien, le dîner de con. Celui-là vieillit peut-être un peu moins, même l'extrait d'ailleurs, qu'on va entendre. Peut-être qu'il va faire grincer des dents certaines personnes, mais il y a quelque chose de très franchouillard là-dedans. Ça incarne beaucoup des choses qui me font rire. C'est dans celui-là qui a elle est où l'amicale de Nazi la plus proche? Oui, exactement, c'est dans le 2. C'est dans le 2. Et remarquez le rire de Jean Dujardin, il est débile son rire. Le problème avec l'arabe, c'est que c'était pas facilement lisible. Même au niveau du son, on sent... Oui, non, mais enfin, c'est joli. C'est joli quand même. L'arabe est parlé par des millions de personnes. Et son écriture est un art. Hein? Des millions. Des millions, vous êtes charmante. Mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? C'est tout ce côté condescendant, insupportable. Il sait tout sur l'arabe mieux que les arabes. C'est classique français. C'est un peu le cliché du français à l'étranger. Ouais, exact. Très bon choix. Et toi, Alex? Moi, j'ai choisi de 1994 Le Péril jeune de Cédric Lapiche. Étonnamment, j'étais avec des amis samedi, puis j'ai parlé de ce film-là, puis personne ne savait c'était quoi. Puis moi, j'étais comme, il me semble... Je sais pas c'est quoi. OK. Fait que lui, il a fait... Chacun cherche son chat. Chacun cherche son chat. Il a fait un air de famille. L'auberge espagnole. L'auberge espagnole, les poupées russes. Les poupées russes, puis le casse-tête chinois. Ouais. Et c'est beaucoup des films un peu sur la vie, des groupes d'amis ensemble, un peu ce qui se passe, des chassés-croisés, des triangles amoureux, des gens qui meurent. Puis ce film-là, Le Péril jeune, ça raconte... C'est très tragique, mais c'est une comédie à la fois. C'est un peu comme le film de Big Chill, qui raconte des amis du secondaire qui se retrouvent à l'hôpital parce qu'il y a la femme d'un de leurs amis qui vient de mourir, qui va accoucher.
Fait assis dans la salle d'attente à l'hôpital, il se rappelle de la vie de ce gars-là qui est joué par Romain Duris. C'est son premier rôle au cinéma. Puis c'est super drôle, puis c'est super touchant à la fois. Puis la scène que j'ai choisie, moi, je l'ai vu quand j'avais 16 ans. Les personnages dans ce film-là, ils ont 16 ans. Fait que ça vraiment, là, ça m'a touché au bon moment, au bon endroit. Puis ça, c'est la scène où ils parlent de leur futur, puis on le sait que l'un des personnages survivra pas. Rigolez, les mecs, n'empêche qu'on est que 5 petits branleurs. On se fait virer des cafés, on n'a jamais un rond, on sèche les 3/4 des cours. On n'aura jamais le bac. Et j'aimerais bien voir la gueule qu'on aura tous dans 10 ans. Ouais, c'est vrai, tous des chômeurs. J'aimerais bien voyager. J'aimerais surtout avoir le temps, quoi. Est-ce qu'on passerait au dernier bloc ok, on peut me skipper. C'est une bonne idée. Attends, oui. Bon, excuse-moi. T'es habitué d'en faire trop. Non, mais on t'avait pas boulié encore. Excuse-moi. Maxime, oui. C'est quoi ton numéro 2? Alors, moi, je vais faire écho à Quentin et j'ai choisi Le Grand Bleu de Luc Besson. À l'époque, jusqu'à Le Professionnel, justement, Léon. The Professional, mais Léon en France. Luc Besson était vraiment pas loin de mon réalisateur préféré. Je trouvais que sa carrière, elle était extraordinaire. Et pour moi, le film qui élevait sa carrière au-delà d'un réalisateur de films d'action français, c'était Le Grand Bleu, un film extrêmement personnel pour Luc Besson, qui raconte l'histoire d'un plongeur en apnée, qui fait des compétitions de plongée en apnée. Puis c'était tellement un plongeon dans un univers que je connaissais pas du tout, avec une compétition que je connaissais pas, qui était pour moi, très européenne. Mais aussi, c'était mon introduction à Jean Reno. Et justement, l'extrait que j'ai choisi là-dedans, c'était l'introduction de Jean Reno dans ce film-là. Et honnêtement, Jean Reno, je le connaissais comme un tueur, un nettoyeur. Mais là-dedans, il est plus grand que nature. C'est lui qui fait le film. Regardez, vous pouvez m'aider? Ils sont combien là-dessous? Il n'y en a plus qu'un. On lui a envoyé plein d'air, mais il ne respire pas normalement. Il faut faire vite, c'est sa seule chance. 10 000. Mais c'est dingue! Vous allez essayer de m'escroquer à un moment pareil? Ok, alors dis-moi, à combien tu l'évalues, la vie de cet homme? Dans mon village, on a un dicton. Comment on dit déjà? J'ai oublié. C'est pas sérieux, tu sais. En plus, il joue tout ce rôle un peu du macho italien, un peu... Ballot, il est... Mais charismatique, puis à la fin, c'est... Puis je me rappelle, quand le film est sorti, c'était un phénomène, mais hallucinant. Au Québec, ça avait vraiment impacté. En France, c'était... Puis c'est un de mes posters préférés de toute l'histoire du cinéma. Puis après, la version longue était sortie, qui était le même poster, mais avec plein de dauphins. Ça se finissait pas. Ça a duré comme une bonne année aussi. Je l'ai vu à l'Impérial avant qu'il rénove le cinéma. Parfois, il faisait des projections spéciales. Puis on était retourné voir, on était tous gelés sur l'acide pour aller voir Le Grand Bleu. Puis ça reste une de mes meilleures soirées de cinéma ever. Ben, je comprends. On va définitivement être censuré. Non, mais venons au troisième bloc. Parlons d'un sujet sérieux. L'humour dans le cinéma français. Qu'est-ce qu'il a de si particulier? Qui se lance? Vous avez 5 minutes. On a 5 minutes. Non, 300 mots. Exposé oral. Ouais. Ben, je peux y aller vu que tout le monde me regarde. C'est de la politesse. On en a un peu parlé tout à l'heure. C'est un peu ce qui fait que le dîner de con... déjà, il y a beaucoup de caractéristiques qui sont capturées dans le dîner de con de ça, l'humour français. Ça veut dire des dialogues qui sont chirurgicaux. C'est beaucoup basé sur des malentendus, des quiproquos, comme on en a parlé. Des prémices souvent vraiment uniques au cinéma français.
Mais tu sais, là, tout le film est basé sur une grosse moquerie. Tu sais, c'est des riches qui se moquent de quelqu'un. Puis là, tu sais, le côté moqueur, tu sais, autant on pourrait trouver que c'est négatif, mais moi, je pense que dans la culture française, c'est très formateur. Tu sais, à l'école, tu te fais moquer de toi, mais ça fait que tu t'endurcis. Tu sais, c'est quasiment un rite de passage en France, la moquerie. Tu sais, le fameux, c'est pas tout à fait du bullying, parce qu'encore une fois, c'est très joute verbal, beaucoup. Tu sais, on se moque, fait que ça t'apprend toi-même à développer ton arsenal. Fait que bref, je trouve qu'il y a beaucoup de moquerie là-dedans. Puis tu sais, je trouve que les Français aussi, moi, j'adore. Il y a un truc qui me fait beaucoup rire, c'est des personnes qui s'engueulent au cinéma ou qui s'engueulent à la télé, puis une bonne engueulade. Puis je trouve que les Français, c'est les rois de l'engueulade comique. C'est des gens que tout le monde est fâché, mais toi, t'es mort de rire dans ton salon. Moi, ça me fait vraiment, vraiment rire. Puis les Français sont vraiment Par forts rapport à là-dedans. ça, ce qui est vraiment le fun, c'est la rapidité des fois des dialogues. C'est comme s'ils prennent pas le temps de s'assurer que tu trouves ça drôle. Ils assument ton intelligence, puis là, ils y vont. Puis là, des fois, t'es comme... Ça va tellement vite, cette scène-là, puis je trouve ça drôle tout le long, puis j'ai l'impression que j'ai raté à peu près 8 gags, parce qu'eux autres, ils y vont, ils attendent pas que tu ris, il n'y a pas de pause, il n'y a pas genre, OK, c'est ici qu'on insère un rire. Une ligne toujours, des fois en sous-marin, qui est souvent la plus drôle de tout l'échange. Un personnage qui va dire quelque chose dans un coin, tu vas dire, OK, ça, c'est l'affaire la plus drôle, puis il le dit un peu en dessous. Puis d'ailleurs, on a parlé beaucoup des grandes scènes du dîner de con, il y a beaucoup des petits moments dans ce film-là. Tu sais, Quentin et moi, souvent, on revient souvent à la scène de la cravate au début, laquelle je mets, puis c'est vraiment la même cravate qui présente. C'est pas tout à fait la même. Puis là, l'autre, il dit, c'est la même. Puis là, il dit, bon, celle-ci, elle fait plus fantaisie. Puis le petit regard qu'elle fait est comme de connivence avec lui. Ou bien, tu sais, des affaires comme, il y avait un bibelot ici. Tu sais, c'est pas un gag, mais c'est drôle parce qu'il livre d'une façon un peu conne et musicale. Puis il y a plein d'affaires comme ça dans le film qui sont très, très français. Tu sais, il y avait un bibelot ici. Ce gag, tu sais, aussi des mots. Oui, c'est ça. Mais ce gag-là, il ne marche pas dans un film américain. Je sais que ça serait un mot anglais, mais il n'y aurait pas ce gag-là. Un bibelot. Mais c'est parce que tu l'as mentionné tout à l'heure, Max. La comédie américaine, il y a ce côté slapstick, c'est une comédie très physique. De punchline. La comédie britannique que j'adore, Dieu sait que je suis un grand fan de Monty Python, mais il y a ce flegme britannique comique. Et la comédie française, en fait, elle est cruelle. C'est de la joute, c'est la joute verbale. Il y a une cruauté, c'est-à-dire que qui, je pense... aujourd'hui, et peut-être, puis j'aimerais vous qui êtes plus writer que moi, je pense que c'est plus difficile à écrire maintenant qu'à l'époque où on essaye de garder ce style, mais je n'ai pas vu dernièrement des comédies françaises qui ont ce talent d'écriture aussi fin que peut l'avoir un Weber il y a 20-30 ans. Je suis d'accord qu'un peu comme Max, j'aurais de la difficulté à nommer. Je pense que le dernier film que j'ai aimé, c'est toi qui me l'as suggéré, c'est Le gars dans le théâtre, là. C'est Yannick. Quentin Dupieux. Ouais. Ah oui, Yes. oui. D'ailleurs, Quentin Dupieux, top 1, mais là, en tout cas, on en reparlera. L'homme qui sort un film tous les 6 mois, quoi. Oui, exactement. Mais, ça, à la limite, il y a quelque chose, il y a un drame dans la comédie aussi. Là, mais ça, c'est un peu un dîner de con, mais il est arrivé dans la salle de cinéma, puis finalement, il flippe tout. Puis tu sais, on parle de Yannick vite fait, mais quand il est très attendri à la fin, puis il voit sa création en live, puis il pleure. C'est un peu le bout où est-ce que François nous attendrit, François Pignon dans le dîner de con, où est-ce que il dit qu'il a survécu avec ses maquettes, puis là tu dis, oh mon Dieu, c'est vraiment crève-cœur finalement. Alors que tout le long, son backstory est super tragique. C'est ça, exact. Fait que pareil dans Yannick, fait que ça, mais je suis content que tu cites. Mais il y avait un autre film qui était sorti il y a quelques années qui m'a rappelé un peu le dîner de con ça venait d'une pièce de théâtre aussi, puis donc c'est une sorte de huis clos. Le prénom, qui a été bien écrit aussi, mais avec Patrick Bruel. Mais il manque cette coche. C'est-à-dire que je pense le dîner de con est sans faute pendant 80 minutes. Et je n'ai pas retrouvé ça. Quoi. Ben, je pense parce qu'il y a moins le côté victime dans... C'est Patrick Bruel, je pense, qui dit ça. C'est ça. Je trouve que tu le prends moins... C'est peut-être juste une question de physionomie, des fois, je trouve. La physionomie de François, on dirait, ça fait que tu l'achètes 100%, puis il remplit la case parfaitement, alors que Patrick, il y a peut-être le côté un petit peu, je sais pas. Mais là, on parle aussi des films plus basés sur les dialogues puis les personnages. Mais là, tu as aussi les films, mettons, d'Alain Chabat qui sont un peu plus absurdes. L'émission avec les Cléopâtre, films, c'est ça. Tu as les films de Louis de Funès qui sont
une autre affaire Ouais, aussi. un Tu sais, autre genre d'humour, c'est ouais. comme un autre genre, mais je ne saurais pas comment décrire cet humour-là. Tu sais, c'est très personnage. Ben, c'était très finesse. Tu sais, Louis de Finesse lui-même, il était Ben son oui. propre Ouais. style. Là, tu sais. Ouais, exact. Et Ouais. Bourville, etc. Ouais, c'est ça, Ouais, Tu as ouais. aussi La vérité si je mens, Ah. Les trois frères. Ouais, Tu les sais, trois c'est- frères, c'est. Tu sais, tu disais. Je pense que Le Dîner de con est un meilleur film en tout point de vue, mais je pense que c'est pendant Les Trois Frères dans une salle de cinéma où j'ai plus ri. Ce film-là est vraiment con. Et puis, là. Quand Vous ils arrivent, connaissez- qu'ils ont pris de la drogue, là. Puis là, Oh, Vous man. connaissez c'est ceux qui faisaient à la télé, les inconnus? Les Non. Inconnus, Ah ben, ouais. je les ai connus à cause de ce film-là, puis je les ai Ok. recherchés parce que c'est qui ces guignols-là? Parce qu'il y a une série de gars qui font télé où, en fait, ils parodiaient des séries télé ou des chansons ou même des reportages. Il y en a certains qui sont très très bons, c'est-à-dire Ouais. qu'avec des dialogues qui sont devenus cultes entre la différence entre un bon et un mauvais chasseur. Ah ouais, ouais. C'est qu'un bon chasseur, il voit la proie et puis il tire. Puis un mauvais chasseur, ben, il voit une proie puis il tire. mais c'est un mauvais chasseur, quoi. mais c'est dit, puis ils sont un peu sous. Et eux, ils sont. Mais aussi, c'est dans l'écriture, là, et c'est très, très bien joué. Et vous chercherez sur Internet, ils ont un sorte de best-of de films médiéval d'action, production française, où tout est fait avec des moyens français, donc les effets spéciaux sont cheap. tout est cheap, et c'est royal comme c'est fait, vraiment. Puis Mais qu'est-ce que. Ah, vas-y. Il y a un truc, puis je l'ai brièvement, j'ai envie de dire, accosté un peu plus tôt, mais ce que j'aime particulièrement des comédies françaises, c'est les prémices de base. Mhm. Alexandre le Bienheureux, Mhm. Les Sous-doués. Ouais. C'est vrai. On a Ouais, parlé ouais. aussi. Tu sais, Les c'est- bronzés. Les bronzés. Les bronzés. C'est la mécanique de départ où tous les films de Francis Weber, La Totale, tu sais, La Chèvre, Alouette, L'homme à la chaussure. Le jouet. Le jouet. C'est des prémices de base déjà en partant qui est comme un carcan super riche, mais ils ne s'arrêtent pas à la prémisse. Mhm. En tout cas, dans les belles années de la Ouais, comédie ouais. française, ils prennent une prémisse déjà absurde. Mais il y a toujours une forme de morale ou Ouais. toujours quelque chose de plus humain Et à alors, travers tout ça. et Comme c'est- le jouet, c'en est un bon exemple. c'est ça. Ce que la version américaine n'a pas tout à fait réussi à faire, comme toutes les versions américaines des films de Francis Weber, à part peut-être Total Recall, à part peut-être True Lies. True Lies, Mhm. qui est peut-être la seule version qui est meilleure que l'original. Mhm. Mais ce que je trouve cool, c'est que c'est toujours le pivot quand tu passes de la comédie au drame Mhm. vraiment senti, puis c'est là que le message du film... Mais rentre. ils font mieux, les Français, ce switch-là, parce que dans les films américains, tu ris, puis à un moment donné, tu ris pas. Le dernier tiers, il y a tout le temps un moment creux, puis c'est souvent là qu'il s'effondre. Puis Ouais. d'ailleurs, le film Dinner for Schmucks, Ah ouais. la version américaine de Dîner de con, ça marche ils pas. font le Dîner de con, parce qu'on n'a pas parlé du fait qu'ils Ouais, ne ouais. vont jamais au Dîner de Mais con, ça, parce que dans le c'est- fond, c'est une grande métaphore Ouais, ouais. pour le Dîner de con, il se passe dans l'appartement, dans le Ouais, fond, ouais. puis le con, c'est brochon. C'est ça. Brochon. Mais c'est brochant, mais on s'entend qu'il dit brochon, là. Oui, Alex. Dinner for Schmucks. Dinner for Schmucks. Il y a une belle ils tête de font- vainqueur, Ils font un dîner de con à la fin du film, puis c'est vraiment pas vu, nul. ouais. C'est vraiment nul. Ok. C'est pas drôle, tout est attendu. Tous les Ah. personnages, je les ai vus être épais de cette façon-là, puis ils sont x10 dans Ouais. cette scène-là. Puis c'est juste vraiment décevant. Ah. Puis d'ailleurs, juste pour finir, Oui. puisqu'on s'est dit qu'est-ce qu'elle a de spécial la comédie française, si on prenait les 5 meilleures ou les 10 meilleures comédies américaines, brit puis françaises, c'est qui gagne selon vous? Ouf. Je pense que c'est difficile. Je pense que ça dépend du public, évidemment. Tu sais, il y a- Toi. Ben, moi, je pense que ce serait pas américain, assurément. Mhm. Mais j'aime beaucoup l'humour britannique. Moi aussi, moi, ce serait très difficile. Ce serait difficile. Mais je pense, pour moi, c'est Brit qui gagne. Moi, OK. ce serait français d'abord. Ouais. J'adore. OK, moi, tout de suite, ça dépend. Moi, ça serait français. Non, C'est parce pas que les Anglais. je vois pas qui peut battre pour moi les Monty Mhm. Python. Je suis d'accord. Ouais, c'est- Ça Tu se vaut. changes Ça se d'avis vaut. Non, non, facilement. mais là, moi, je reste dans l'humour français, OK. je pense. Ah, vous me regardez? Ouais. Ah, français. Ouais, t'es là. Ah, Moi ok. aussi, je pense que je suis Ouais. français. Même si il y a des films américains que je trouve extrêmement hilarants, Mm. si je pourrais aller sur une île déserte là, Uh-huh. avec 3 films, je
pars probablement avec... Si Ah, tu me moi, donnes juste une origine, là, une culture, je pars avec les films français. moi, je pars avec Life of Brian. Ah Bon, parlons de notre top 1. Yes. Le meilleur du meilleur. Et c'est Max qui commence. Ah oui, pour pas m'oublier. Pour pas C'est t'oublier gentil, cette merci, fois. merci. Alors, c'est drôle parce que dans mon parcours cinématographique, il y a 3 films qui ont marqué, I guess, une époque super névralgique de ma vie, qui était le cégep. Et tu sais, j'ai été 3 ans au cégep parce que j'étais un con. Moi aussi, j'avais 3 ans. Puis, tu sais, 94... Pour nos auditeurs français, ça se fait en 2 ans. Oui, c'est ça. Vous l'avez compris. Sauf les techniques. Ben, moi, je n'étais pas en technique. Okay. J'étais en lettres. Okay. Mais bref, les 94, 95, 96, et il y a 3 films qui m'ont marqué pour chaque année. Pulp Fiction 94, La Haine 95 et Trainspotting 96. Et j'ai choisi La Haine, qui est selon moi... Le seul film français de la gang. Ouais, hein, vous êtes perspicace. Non, mais pour moi, je crois peut-être le meilleur film français de tous les temps. Qui a été produit par ma belle-sœur et mon Oui, je beau-frère. sais. Qu'on salue. Et j'aimerais vraiment qu'on prenne quelques minutes juste après que tu nous racontes un peu cette anecdote-là. Moi, La Haine, c'est Mathieu Kassovitz qui a mis littéralement tout ce qu'il avait jamais imaginé, toutes les scènes qu'il avait... On sent une vie... Puis il était jeune quand même quand il a fait ce film-là, c'était un peu un Mozart, mais tu sentais que chaque plan avait été pensé, travaillé, il y avait beaucoup d'hommages aussi. C'est un film qui a inspiré aussi énormément de monde, notamment Paul Thomas Anderson qui a littéralement volé une scène dans Boogie Nights. Texte... Ah ouais, c'est un copier-coller. Frame by frame. Mais c'est un brûlot, c'est un film coup de poing. Tu sais, c'était aussi brandé comme un film coup de poing, mais ça, c'en est vraiment un. Puis quand le film finit, t'es bouche bée, t'as plus rien à dire, puis tu restes un peu dans tes pensées pendant genre 2 minutes, puis après ça, tu te lèves, puis tu t'en vas, puis tu parles pas avec ton ami, puis au bout de 5 minutes, tu fais comme... Putain... Avec l'accent. Je suis rendu français. Mais vas-y, raconte, Garcia. Ah non, il n'y a pas grand-chose à... C'est Adeline Lécalier et Alain Roca qui sont à Lazenec Productions qui ont produit ce film. Donc voilà, avec Ronchamp aussi. Mais c'est voilà, pour la petite anecdote. Donc, est-ce que tu sais si le tournage... oui, mais on en parlera. D'accord, les caméras ne sont pas sur nous. Tu as choisi quel extrait, Maxime? Alors, j'ai choisi l'extrait le plus mythique, l'ouverture et la fermeture du film. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. C'est parfait. Ben moi, je reste dans des... Je choisis ce film, je sais pas pourquoi en un, mais plus pas. Je pense pas que c'est le meilleur film français, mais je pense que c'est le film français qui m'a plus impacté quand qu'il est sorti. Et c'est pour ça que je l'ai mis en numéro 1. Et c'est le film de Jeunet et Marc Caro, Delicatessen, qui est donc un film esthétique A1, avec une thématique très sombre, parce que finalement, c'est un boucher qui tue des gens pour nourrir un immeuble, mais qui traite donc de thèmes vraiment de qu'est-ce que pousse la famine à faire, les mouvements de caméra, le jeu d'acteur, la lumière, la DOP est incroyable. La colo, ouais, c'est ça. C'est Amélie Poulain aussi. Après, c'est Alien 4, qui n'est certainement pas le meilleur, mais au niveau... Meilleur qu'on le dit, par contre. Oui, mais au niveau je trouve au niveau de l'esthétique, de la colo aussi. Mais Jeunet est un génie. Oui, Caro a disparu au fur et à mesure. Mais c'est un film, quand il est sorti, qui a fait scandale, qui était vraiment qui a secoué beaucoup de codes. Tu te souviens de la bande-annonce? Hein? Oui, la bande-annonce, oui, c'est ça. Oui, absolument. Et donc, j'ai choisi un
un extrait juste parce que c'est drôle et très représentatif de l'univers. Ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est un détecteur de conneries. Allez-y. Allez-y quoi? Mais dis-tu une connerie? Allez. Allez. Oh, mais ça vient pas comme ça, hein. C'est beau, la vie. Détecteur, mais conneries, oui, mais rangez-moi ce machin. Hein, on s'entend. Je me suis dit là, vu qu'on fait le dîner de cons, etc., et que pour tous nos auditeurs québécois, entendre en français dire conneries, c'était comme quelque chose, comme ça au moins on est bien dans le cliché. Voilà. Toi, Quentin, c'est quoi ton numéro 1? Yes, ben moi on en a parlé un petit peu tantôt. Je pouvais pas faire un top sans mettre Quentin Dupieux. Non seulement on a le même prénom, mais c'est un réalisateur qui m'inspire énormément. Je pense que c'est le réalisateur qui m'inspire le plus à faire des films. Non seulement parce que son style, on dirait qu'il est intransigeant dans ce qu'il fait triper. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de films. Il tourne à 2 films par année depuis quelques années. Il y en a plus d'une quinzaine à son actif. Quentin Dupieux, c'est ça, c'est aussi Monsieur Oiseau. On le connaît peut-être, c'est un DJ qui a fait la toune Positif. Bref, il a tourné le film Réalité en 25 jours. C'est très court. C'est un film un peu qui est bizarre, un peu comme peuvent être bizarres les films de Lynch, mais pas tout à fait pareil. C'est un film labyrinthe. C'est un peu un film en 4 dimensions. Acteur principal, Alain Chabat. Donc, c'est pas rien. Il est super drôle là-dedans. C'est un humour qui est un peu inattendu. Tu sais, on parle de l'humour français. Il y a pas grand-chose qu'on retrouve dans ce film-là qui correspond à ce qu'on a listé des caractéristiques de la comédie française dans les films de Dupieux. C'est vraiment un style niché. J'encourage tout le monde à regarder un petit peu. C'est des hit or miss, les films de Dupieux, mais Réalité, c'est vraiment un film coup de poing qui m'a comme vraiment chamboulé. Et voilà, il y a plein d'affaires à aimer là-dedans. On se perd là-dedans, on se perd dans ce film-là. On sait pas justement c'est quoi la réalité dans le film. Puis c'est vraiment, vraiment très hypnotisant. Et t'as pris quoi comme extrait? Fait. J'ai pris un extrait dans lequel Alain Chabat, c'est l'histoire d'Alain Chabat, il doit faire un film, il veut faire un long métrage, puis là il se fait dire je veux un Oscar par le producteur, il se fait dire je veux un Oscar pour un gémissement d'une petite fille dans ce film-là. Donc voilà, puis là il tourne un peu en rond, puis il se perd dans la création du film, et donc il appelle un petit peu le producteur pour être assuré. Monsieur Marshall veut savoir si vous avez trouvé quelque chose. Bah non, justement, c'est ça le problème. Je tourne en rond là. Est-ce que vous pouvez lui dire que je suis plus très sûr d'être objectif dans mes recherches. Je pensais que ça allait être plus simple. Et du coup là, j'angoisse un peu. En fait, j'ai peur de dépasser les 48 heures. Donc je crois que j'ai besoin que Monsieur Marshall me rassure un peu. Ne quittez pas. Il est en train de travailler, mais il ne sait plus quoi penser. Il tourne en rond, ça commence à l'angoisser. Il a peur de dépasser les 48 heures. Il a besoin d'être rassuré. Bah rassurez-le. Pourquoi vous ne faites pas une pause? Ça vous ferait du bien. Vous croyez? Oui. Pourquoi n'iriez-vous pas à la piscine pour faire changer les idées? Non, mais j'aime pas tellement. En fait, je nage mal. Pourquoi pas un musée alors? Ou même un cinéma? Il y a plein de films divertissants en ce moment. Ça lave complètement le cerveau. Ouais, sûrement. Faut pas rester dans votre jus comme ça. Vous pétez les plombs. C'est pas bon. Je veux bien lui accorder 24 heures de plus si ça peut l'aider. Monsieur Marshall vous accorde 24 heures supplémentaires. Ah, super. Et je veux un Oscar pour ce gémissement. Donc voilà. Alain Chabat, il y a une façon de livrer les lignes. Oui, mais je nage mal. Je nage mal. Ça, c'est pas drôle. C'est tellement pas drôle dans la bouche de tellement de gens, mais lui, c'est parfait. Exact. C'est comme un bon pairing. Puis on parlait tout à l'heure de dialogues chirurgicaux, puis justement, Dupieux, lui, il est reconnu pour tu déroges pas de son texte. Mm-hmm. Donc c'est intéressant pour ça. Et toi, Alex? Pardon. Moi, de 1986, un film qui m'a marqué dans mon enfance en fou, c'est Manon des Sources de Claude Berry. Je sais que Garcia, ça le fait rire, mais c'est donc une suite de films. Mes parents, c'est des grands fans de Pagnol. Ouais. Donc, Jean de Florette et Manon des Sources. Il m'avait dit, il faut que tu vois d'autres sortes de films que les films que tu regardes naturellement.
Fait que j'étais allé voir ce film-là, j'avais jamais vu la Provence, j'avais jamais entendu cet accent-là. Et on est allé voir ce film-là, puis j'avais trouvé ça, c'est vraiment brutal, cette histoire-là. C'est super tragique. Et ça, c'est Jean de Florette. Puis évidemment, j'avais choisi ça à la base, mais si je choisis pas Manon des Sources, j'ai pas le punch de Manon des Sources. Puis c'est un film qui a un punch incroyablement dévastateur. À la fin du film, le personnage principal de Papy, il apprend que toute sa vie, il y a une information qu'il n'avait pas. Puis là, ça change tout le cours de l'histoire. Puis c'est vraiment, vraiment triste. Puis moi, à un moment donné, j'ai écrit quelque chose en secondaire 4, une composition. Puis j'avais tellement été marqué par ce film-là que je me suis pas rendu compte que j'ai fait de la cryptomnésie, c'est-à-dire que j'ai écrit la même histoire sans m'en rendre compte. Puis là, mon prof m'avait dit « Super, super cool, mais t'as réécrit Manon des Sources. » Puis là, j'ai fait comme « Oh non. » Puis c'était exactement la même histoire. Du plagiat. Du plagiat. Mais comment est-ce possible que cette lettre se soit perdue? Oh, tu sais, là-bas, on changeait tout le temps d'endroit. Des fois, on ne recevait pas le manger, ni même les cartouches. C'est bien possible que des lettres se soient perdues. Mais si celle-là, je l'avais reçue, je la saurais encore par cœur. Ça alors, si c'est vrai, c'est terrible. Dans sa lettre, elle te disait qu'elle était enceinte. Dis-moi pourquoi ça te fait rigoler que j'aille choisi ça, Garcia. Parce que dans ma tête, c'est un film de vieux. Ah, ça se peut. Ah, c'est mes parents puis mes grands-parents qui m'ont amené voir ça. Ouais, c'est-à-dire que c'est impossible que moi... Vous avez des choix cool. La haine. Non, mais... Moi, Manon des Sources. C'est des fois, on t'amène des films que, pour nous, c'est évident que tout le monde l'a vu. Ouais. Et puis, tu l'as pas vu. Et quand tu m'as dit Manon des Sources, où sur Terre il a été retrouvé Et je l'ai vu souvent. Même chose pour La gloire de mon père, Le château de ma mère. C'est vraiment des films que tu vois, moi, c'est La gloire de mon père ou le château de ma mère. Dans un des deux, il y a le chien du gardien là, qui s'appelle Mastoc. C'est la seule chose que je me rappelle du film, c'est le chien qui fait calme, Mastoc, calme. Voilà. Mais donc toi, ça m'a jamais touché du tout. Non. Mais je te comprends un peu parce que il y a quelque chose de Pagnol en plus. Il y a quelque chose qui est ancré dans une région, tu sais, la Provence. Il y a un mood, il s'est fixé dans le temps. Quand ça chie, puis tu regardes dehors, puis ça chie le monde extérieur, il y a quelque chose de très apaisant de vouloir retourner le temps d'un 2 heures dans l'univers de Pagnol. Puis ça, je le catch complètement. D'ailleurs, j'ai entendu Bryan Cranston récemment dire que bientôt, il va se retirer du monde du acting. Puis il dit, je vais m'acheter... Je pense qu'il y a une maison en Provence. Ah ouais. Il dit, il va faire du vin. Puis j'étais comme, oh wow. Il a vu le film de Ridley Scott avec Russell Crowe. Et il est comme, I want that for myself. A Year in Provence, c'est ça? Oui. Est-ce qu'on aurait dans notre boîte mail des questions du public? Laisse-moi regarder. De temps en temps, on a des questions du public. Salut, je m'appelle Sacha Bernier, j'ai 14 ans. J'ai entendu que vous faisiez un top 3 sur les films français. Ben moi, mon top 3 de films français, en numéro 1, c'est Brise de Nice 1. En numéro 3, c'est Brise de Nice 3. Puis en numéro 2, il y en a pas parce qu'ils n'ont pas fait Brise de Nice 2. Allez hop, je vous ai cassé. Elle est où la question là-dedans? Il voulait juste nous casser. Ah, t'es nouveau sur le show, hein, c'est ça? On se fait boulier, là. Bonjour, je m'appelle Laurent, j'ai 11 ans. Moi, je suis pas content, là. Tu sais pourquoi? Cet épisode-ci, vous avez un invité spécial. Quentin, il s'appelle. Comme dans l'épisode de Raiders aussi. Nick Monette, là. Puis nous, on est des fans de la première heure, depuis les débuts de votre podcast. Puis on n'a jamais été invités. Ben non, faudrait surtout pas. T'aimerais ça aller au podcast? Non. Ah non! OK. Tu voulais juste chialer.
Bon. Faudrait peut-être les inviter à un moment Ouais, donné. peut-être faut des invités là, mais j'ai un peu peur qu'ils nous volent le show, quoi. Peut-être. Et, Il est-ce y a qu'on- quelqu'un qui connaît ici? Je crois que toi, tu as une petite connexion. Faudrait voir. Moi, j'ai Ouais. fait une voix avec un des deux un jour. Ouais, moi tout d'ailleurs. Ah ouais, toi, tu as travaillé avec Ben aussi. oui, Ouais, c'est vrai, ouais, c'est ouais. vrai. Ouais, c'est... La graine de champion. Est-ce que... Ça, on le sait pas, là. On le sait pas. Est-ce Ben, qu'on ne terminerait pas avec des recos rapides? Yes. Et qu'est-ce que tu nous recommandes? Oui, c'est vrai. T'as Film- 1 minute. Hein? Oui, c'est ça. Film français. Moi, je recommande, c'est de la science-fiction. C'est un film d'animation français écrit et réalisé par Jérémy Perrin. Ça s'appelle Mars Express. C'est un film d'enquête mené par une humaine et un androïde sur Mars en 2200. C'est Léa Drucker, une actrice française qu'on aime beaucoup, qui fait la voix du personnage principal. Si vous avez aimé l'univers de Deus Ex Machina, de Blade Runner ou encore les romans de Isaac Asimov, vous allez triper. On parle de grandes questions sur l'identité humaine, la conscience, le transhumanisme. Bref, fun stuff. Nice. Et tu sais où c'est disponible, ça? C'est disponible sur Internet. OK. Parfait. OK. Et Alex, on peut faire des codes Non, maintenant. j'aime pas ça. J'aime pas ça. Moi, c'est pas un film français ou une série, mais c'est une série américaine qui s'appelle The Studio sur Apple. Ouais. C'est tellement rafraîchissant comme comédie en ce moment. Je pense que si vous aimez notre podcast ou le cinéma, ça s'impose. Ça parle d'Hollywood, probablement un Hollywood qui n'existe plus vraiment, un Hollywood plus nostalgique, mais même si c'est campé en 2025, c'est juste vraiment bien écrit par Seth Rogen et son éternel partner Evan Goldberg. Le craft de ce show-là est spectaculaire, c'est beau, c'est ambitieux, c'est drôle. La DA est vraiment recherchée, qui embrasse les codes du vieux Hollywood. J'aime vraiment tout de ce show-là. Ouais. Excellente recommandation. L'argent d'Apple fait les belles choses. Ouais. Alors, moi, je vais vraiment y aller off-script. Donc, je vais faire un shout-out à quelqu'un que je considère un ami dans la vie, qui s'appelle... Fallait pas, Max. Merci. qui s'appelle Marc-Antoine Godin, qui a été longtemps journaliste à la presse, maintenant qui est à Radio-Canada. Il y a un podcast qui s'appelle The Bazot and Godin Notebook, un podcast de hockey qui couvre le Canadien de Montréal. Et en ce moment, je sais que c'est dans l'air du temps, vu que le Canadien est en train de finir son parcours dans les playoffs. Et leur podcast, il est vraiment excellent. Maintenant, les deux travaillent ensemble, ne travaillent plus ensemble. Ils ont continué leur projet. Hein? Je ne sais pas si ça vous rappelle quelqu'un. Et c'est drôle parce que leur petite entreprise est en train de se créer une communauté auquel il y a beaucoup de nos ex-collègues qui participent, que je croise sur le chat du podcast, qui entretiennent la conversation. Fait que voilà, un shout-out à un podcast qui parle hockey. Qui parle que du Canadien de Montréal. Wow. Okay. Parfait. Très bien. Parfait pour notre auditoire. Très comédie française. Ouais. Moi, je vais vous recommander un canal YouTube que j'aime beaucoup qui s'appelle Le Fossoyeur de films. Donc, qui sort de manière... Il en fait pas beaucoup. Il en fait un tous les 3-4 mois. Mais dedans, entre autres, il y a un format que j'aime beaucoup qui est le format Cut, où il invite deux copains à lui à remonter un film dans un autre genre. Dans un autre genre. Donc là, par exemple, un de mes préférés, c'est Die Hard. Et après, il pioche. Et donc, c'est dans un à piocher dans le genre de Charlie Chaplin. L'autre dans le genre de Sergio Leone ou de Steven Spielberg. Puis ils ont 3 heures. Et ils ne peuvent pas aller chercher des images d'ailleurs, mais ils peuvent prendre du son d'ailleurs. Pour créer le mood. Il faudrait qu'on fasse des affaires de même. Et c'est vraiment le fun parce que en même temps, il explique aussi le genre de cette personne, les codes. Et c'est vraiment une analyse qui est très, très bien faite. C'est un gars que j'aime beaucoup. Il s'appelle François Théhurel, je crois. C'est vraiment un podcast. Le seul problème qu'il a, c'est que c'est très irrégulier. Mais c'est vraiment il y a du stock. Donc, même si le temps qu'il publie quelque chose, vous avez de quoi vous amuser. Il y a de quoi faire. Là. Donc, j'espère que tu as aimé l'expérience, Quentin. Absolument. Voilà. Un honneur. Tu vas revenir? Je vais revenir. Tu vas continuer à nous écouter? Tout à fait. Est-ce que tu vas être capable à t'écouter toi-même? Je pense que oui. D'accord. Est-ce que tu trouves que tu étais bon? Je trouve que j'ai été aussi bon que Nick, peut-être. Je sais pas. Deuxième invité, je vais peut-être un peu moins bon, peut-être. Je sais pas. Là, on est filmé. Étiez-vous filmé la semaine dernière? Pas la semaine dernière, mais l'autre fois, non. C'est la première fois qu'on avec Nick, non. Okay. On a commencé là avec la saison 3 à être filmé. Très honorable. Donc, voilà. Donc, et puis, merci pour ça. Ça me fait un sideway pour ceux qui nous écoutent. On a un canal YouTube. Donc, si vous cherchez La Guerre des podcasts sur YouTube,
vous nous trouvez, ou sinon c'est @LGD podcast, et on nous trouvera, et vous pouvez nous voir en vrai. La barbe impeccable de Monsieur Bernier, par exemple, qui est toujours slick. Qui a une belle tête de vainqueur. Voilà. Mais sinon, vous nous trouvez sur Instagram, La Guerre des Podcasts, sur notre site laguerredepodcasts.com. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions, comme nos fans numéro 1 qu'il va bien falloir inviter un jour. Et on se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode, et je vous remercie. Merci à Oli en régie pour tout le travail effectué. Voilà. Encore merci Quentin. Merci Max. Merci Alex. Et à tout bientôt.